Excuse-moi, Ouais. est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Bonjour à tous, vous écoutez Enfin Peut-être, et j'accueille aujourd'hui Élodie Verken, qui est directeur de recherche en biologie, si je dis pas de bêtises. Je te laisserai te présenter après. Alors je vais expliquer un petit peu le contexte de pourquoi cet épisode-là et ce podcast. Alors c'est le 2 février, si je dis pas de bêtises, 2023. Il y a eu une conférence animée par l'AFIS qui s'appelait glyphosate. Alors que je vais pas dire de bêtises, je l'ai quelque part. Voilà, glyphosate, santé, environnement, agronomie, comment s'y retrouver. Et au cours de cette conférence qui avait lieu, je sais pas où, peu importe, il y a donc eu certaines personnes qui sont venues prendre la parole et interrompre d'une certaine manière la tenue de la conférence, dont Élodie fait partie. Donc c'était une des voix scientifiques, on va dire, parmi ces gens qui ont interrompu la conférence. Et moi, ça m'a un peu interrogé parce que le glyphosate, ça fait longtemps que je n'avais plus entendu parler. On en a beaucoup parlé, il me semble que c'était vers 2019-2020. Et donc, j'étais curieux, en fait, de voir qu'il y avait d'autres positions tenues par les scientifiques parce que, en fait, moi, je m'étais arrêté un petit peu à une vision assez classique de, OK, pour la santé humaine des consommateurs, a priori, ça va, des choses comme ça qu'on entendait. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin sur la question du glyphosate. Et du coup, ça m'intéressait d'inviter donc une chercheuse qui travaille là-dessus et pour répondre notamment en fait à deux questions qui vont être un peu les deux axes de cet épisode, à savoir qu'est-ce qu'il en est effectivement en fait des questions du glyphosate et des pesticides de manière générale, et en plus quelle est la place du scientifique et des scientifiques sur les questions de militantisme et est-ce que voilà, quel rôle ils peuvent jouer et quel rôle ils doivent jouer. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc, je vais d'abord, dans cette première partie, on va donc parler essentiellement du glyphosate et des pesticides. Et donc, je vais laisser Élodie se présenter. Donc, voilà, ton parcours professionnel, quel est l'objet de tes recherches et d'une certaine manière, est-ce que tu peux nous faire ton elevator pitch? Alors, j'ai découvert ce terme sur ton site, qui est en gros un petit peu le discours en quelques minutes de tes recherches. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je suis écologue. Je travaille notamment en dynamique des populations. Donc j'ai fait ma thèse à Paris et dans les Cévennes. À l'époque, je travaillais sur de l'écologie comportementale chez des lézards. Et ensuite, en postdoc et après, quand j'ai été recrutée à l'INRAE, j'ai commencé à bosser sur les insectes et les dynamiques de population. Donc là, mon sujet de recherche, c'est plutôt les populations d'insectes ravageurs et auxiliaires de culture. Et j'ai aussi travaillé pendant plusieurs années en tant qu'experte auprès du ministère de l'écologie sur les questions relatives à la biodiversité. Et mon projet de recherche actuel, il y a une partie qui est plutôt fondamentale, sur laquelle on travaille sur les dynamiques d'expansion. Donc c'est la façon dont les populations progressent dans l'espace et dans le temps. Et là, l'idée, c'est de regarder qu'est-ce qui va déterminer leur vitesse, est-ce que c'est des caractéristiques de la pop, est-ce que c'est des caractéristiques de l'environnement, qu'est-ce qui va se passer en termes évolutifs au cours de l'expansion sur un front, c'est très particulier, il y a plein de choses qui se passent pas ailleurs. Bref. Et en plus de ce projet qui est fondamental, on a un projet qui est plus appliqué, plus concret, qui travaille sur l'impact et des espèces introduites sur les communautés locales et les interactions qu'il peut y avoir. Donc les espèces introduites, qu'elles soient introduites par accident, comme les ravageurs, ou qu'elles soient introduites volontairement, comme les auxiliaires. Et donc dans ce cas-là, on travaille plutôt sur le terrain et on regarde ce qui se passe dans les communautés naturelles. Ok.
Donc, alors, si je dis pas de bêtises, c'est biologie des populations introduites, hein. Du coup, c'est ça Ouais. c'est cette idée on regarde l'impact quand on rajoute certaines espèces dans un écosystème. Euh, alors, du coup, je vais te poser une autre question sur vraiment, du coup, comment on fait pour étudier en fait l'impact euh, d'une perturbation sur un écosystème. En fait, j'ai cru comprendre qu'il y avait au moins trois manières, empirique, théorique et numérique. Et du coup, ça consiste en quoi vraiment euh, au jour le jour d'étudier cet impact-là? Bah, en fait, un écosystème, c'est un truc très compliqué et très difficile à décrire. Donc, en fait, la première chose que tu vas faire, c'est t'intéresser à des métriques de l'écosystème pour lesquelles tu vas regarder s'il y a des perturbations. Donc, ça dépend des personnes. Donc là, dans notre cas, on travaille plutôt sur la diversité, la biodiversité. Donc, ça va être le nombre d'espèces qui sont présentes, lesquelles, il y a un côté qualitatif aussi sur cette question-là, et, euh, et regarder leur rôle fonctionnel. C'est-à-dire que toutes les espèces font pas la même chose, on peut les ranger en familles, certaines qui pollinisent par exemple, certaines qui prédatent, etc. Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est il y en a combien en fait. Combien et est-ce que ça varie au cours du temps. Donc avec toutes ces métriques-là, effectivement, tu peux travailler de manière théorique. L'écologie, de toute façon, c'est une science très théorique, vraiment basée là-dessus. Donc à la base, tu as des mecs qui font des modèles, qui résolvent à la main et tout au tableau blanc, vraiment à l'ancienne, des modèles analytiques et tout. Après, tu as l'approche de plus en plus répandue aussi de faire des simulations, des modèles individus centrés, des choses comme ça. Nous, c'est ce qu'on fait parce qu'on n'est pas des mathématiciens Ok. de base, donc on utilise plutôt des simulations numériques. Et par-dessus, nous, on fait des expériences qui ont pour but d'aller tester les prédictions qu'on sort de nos modèles. Ouais. Oui, ok. Donc en fait, les données de terrain, en fait, elles permettent d'alimenter les modèles numériques et de fournir des données en fait Bah, tu qui sont fournis un des peu données, puis utilisées en par fait, l'ordinateur, quoi. tu challenges les prédictions, et quand tu Ouais. ne trouves pas ce que tu attendais à trouver, c'est là que ça devient intéressant, parce que tu dis, mais Ah oui, pourquoi je n'ai d'accord. pas trouvé? Tu fais émerger de nouvelles hypothèses, enfin, voilà, c'est là comme ça que tu avances, en fait. C'est quand Ok. tu n'arrives pas à bien prédire une situation. Ok. Très bien. Et du coup, alors, plus particulièrement sur le sujet dont on va parler, toi, comment tu as arrivé à t'intéresser à cette question du glyphosate? Est-ce que tu as fait des recherches vraiment sur ce sujet-là ou des sujets plutôt contingents à cette question-là? Euh, voilà, du coup, voilà, quel est ton rapport à cette question-là? Comment tu t'y intéressais? Bon, moi, je travaille pas sur le glyphosate, c'est pas du tout mon sujet. Je suis pas écotoxicologue du tout. Après, moi, je travaille sur les communautés d'insectes et je m'intéresse beaucoup à l'effondrement de biodiversité qui touche essentiellement, très, très, très fortement les insectes. Et donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai bossé un petit peu. Je donne des cours, je fais des conférences sur ce sujet-là. Et T'as quelques chiffres sur l'effondrement des populations d'insectes? ah ouais, mais je te préviens, c'est abominable. Ouais. En Europe, on est sur des déclins vraiment massifs, c'est-à-dire que ça va de 50 à 90% d'abondance des espèces sur à peu près toute l'Europe de l'Ouest. Aux Pays-Bas, on a des déclins qui sont de plus de 90%, enfin, il y a vraiment une perte Sur massive, hein, une période de... de 20 à 30 ans. Ah ouais, Donc c'est très rapide, c'est super inquiétant. Moi, je t'avoue que c'est des choses qui me tiennent éveillée la nuit, hein. Et les Il y a pratiques beaucoup de agricoles gens. sont identifiées comme vraiment Ouais. l'un des leviers principaux ou le levier principal de déclin de la biodiversité en milieu terrestre. Donc, quand tu dis les pratiques agricoles, c'est l'utilisation d'intrants, c'est ça, Ouais, j'imagine, globalement, comme c'est les l'agriculture pesticides? intensive, c'est aussi le fait de dégrader des habitats Ouais. pour augmenter les surfaces agricoles, ce qui ne nous concerne pas, nous, en Europe, mais qui est aussi le cas ailleurs. Et dans ce cadre-là, le glyphosate, c'est le pesticide le plus vendu au monde. Donc, c'est super intéressant de s'intéresser à l'ensemble de ces impacts. Et Ouais. ça pose le cadre dans lequel il faut être particulièrement prudent. Quand c'est quelque chose qui Ok. est utilisé à très, 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 très grande échelle, en très, très grande Ouais. quantité, on a envie Ouais. d'être particulièrement prudent. Ok. Et on sait comment dire, comment se répartissent en fait les impacts entre, on va dire, la destruction des habitats et l'utilisation, par exemple, des pesticides. Est-ce que on sait combien contribuent, et après il y a peut-être d'autres facteurs aussi, hein, mais à la chute de la biodiversité? On sait chiffrer ça? Ou c'est... Ça va être très variable en fonction des régions. C'est-à-dire que Ouais. typiquement en Europe, euh, les surfaces agricoles progressent pas. Donc, c'est pas le fait d'avoir déforesté qui a fait s'effondrer les populations d'insectes.
Là, on a un lien direct avec les pratiques et clairement l'utilisation d'intrants. Ok. Et ouais, du coup, ma question suivante, c'était que dit la littérature scientifique? Est-ce qu'il y a des travaux de recherche spécifiquement sur l'impact du glyphosate sur la biodiversité? Alors, il y a le premier impact, c'est, je vais te dire, celui de tous les herbicides. Les herbicides, ce qu'ils font, leur travail, c'est de virer tout ce qui pousse. Oui, c'est leur Donc, fonction. c'est leur boulot, je veux dire. Le truc, c'est que ça affecte pas que la parcelle agricole en elle-même. Ça va affecter tous les abords, les talus, les haies, les zones non cultivées qui sont, en théorie, supposées agir comme des refuges de biodiversité, notamment pour les insectes. Donc, en gros, tu n'as plus rien à manger pour l'entomofaune. Tu n'as plus de tiges, tu n'as plus de fleurs, tu n'as plus rien. Donc, les insectes, ils n'ont plus rien à bouffer, ils ne sont plus là. Ouais. Et par effet de cascade, tu as un impact sur toutes les espèces qui consomment des insectes. Les chauves-souris, les hérissons, les perdrix. Et c'est pas rien. C'est-à-dire qu'en Angleterre, pour le coup, il y a des publis qui démontrent un lien entre l'utilisation d'herbicides et le déclin massif des perdrix grises, qui était un oiseau extrêmement commun, qui est devenu très rare chez eux. Et il y a un lien direct avec le fait qu'il n'y a plus de proie, parce qu'il n'y a plus rien à manger pour les insectes. Donc comment dire, la mécanique, c'est plus dans ce sens-là, c'est que les insectes, ils trouvent plus à bouffer. C'est pas tellement que ça s'attaque directement à eux. On va y venir. Okay. Donc, premier impact, l'impact générique des herbicides. Le deuxième impact, c'est, on va dire, la toxicité du produit, quoi. Et là, il commence à y avoir pas mal d'études qui sont quasiment toutes sur l'abeille domestique, puisque c'est une espèce modèle en écotoxicologie des insectes. On fait tous les tests sur l'abeille domestique parce qu'on la connaît bien, c'est pratique à trouver, etc. Et donc, j'étais tombée sur une revue de littérature qui est publiée en 2022, donc assez récente, et qui compilait une quarantaine d'articles qui documentaient des effets sur l'abeille domestique et donc des effets sur l'expression des gènes, donc ça perturbe l'expression des gènes, le métabolisme, notamment le métabolisme oxydatif, la structure des tissus internes, le développement embryonnaire, le cycle circadien, l'apprentissage, le vol, les capacités sensorielles, etc., etc. Tout ça, on appelle ça des effets sublétaux. Ça veut dire que ton insecte, il ne va pas mourir. La plupart des tests de toxicité qui sont faits, on expose l'insecte ou n'importe quoi, la cellule, tout ce que tu veux, à un produit, et puis on regarde pendant 24 heures, 3 jours, une semaine, si le truc est vivant ou pas. Donc là, ça ne va pas tuer ton insecte. Par contre, ça va complètement impacter sa performance. Et en fait, si tous les individus galèrent, les abeilles ont du mal à retourner à la ruche, etc., ta population, elle va se casser la figure. Ouais, ok. Donc, tu as des effets comme ça qui sont sublétaux. Le troisième truc, c'est des effets indirects qui passent par le microbiote. Parce que maintenant, c'est quand même bien acquis que tous les organismes vivants, en fait, sont ce qu'on appelle des holobiontes. Donc, c'est l'organisme avec toute sa communauté symbiotique de bactéries et de champignons qui vit avec lui. Et du coup, les insectes, ils ne font pas exception à ça, ils ont aussi un microbiote. Et le mode d'action du glyphosate, c'était justement vendu comme quelque chose qui était sélectif, puisque ça cible une voie métabolique qu'on trouve que chez les plantes et chez les bactéries. Pas toutes les bactéries, mais certaines bactéries. Sauf que ces mêmes bactéries, on les retrouve dans les microbiotes des animaux. Et du coup, là aussi, il y a, je crois que pas loin de 200-250 publications qui montrent des impacts sur les espèces hôtes, qui passent par le microbiote chez des insectes, mais aussi en fait chez les animaux d'élevage, des porcs, des poulets, des vaches, et chez l'humain. Donc, en particulier, un bon nombre des effets qu'on voit par le microbiote, c'est des effets sur l'immunité. En fait, ça te rend plus susceptible aux infections. Okay. Donc ça, c'est les 3 impacts, du coup? Ouais, c'est à peu près les 3 niveaux d'impact. Donc sur l'alimentation, c'est ça le premier, les plantes, quoi? Oui, les ressources, quoi. Ouais. Deuxième, c'est les impacts sublétaux. Oui, directement sur les fonctions. Donc, les ils ne vont pas forcément tuer la physiologiques. population, ou tuer l'individu, mais qui vont l'affaiblir et potentiellement faire chuter la population après. C'est ça. Et le troisième, du coup, c'est sur le microbiote des insectes. Des insectes et de tous les animaux, par Ouais, extension. Okay. Alors, tu as utilisé le terme holobionte? Oui, holobionte. C'est ce qu'on utilise, c'est l'espèce de méta-organisme, en fait, d'un individu composé de sa communauté symbiotique. Ouais, ok. Donc, oui, avec donc, toutes les bactéries, etc. Ok.
du coup, ma question suivante, c'était, ok, donc c'est à peu près clair que les herbicides, même par définition, en fait, ont un impact sur l'insecte et sur l'environnement des insectes. Est-ce que il y aurait d'autres stratégies, on va dire, dans l'agriculture qui pourraient se passer de ces herbicides-là? Tout à l'heure, tu as parlé d'agriculture intensive. Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Après, je pense que c'est pas forcément ta spécialité, mais je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Ouais, alors moi, pour le coup, j'ai un avis, donc qui n'est pas non plus un avis complètement naïf. C'est-à-dire que je bosse dans un institut qui travaille sur l'agriculture. J'ai pas mal de collègues qui travaillent sur l'agroécologie. Enfin, donc, on va dire c'est un avis éclairé. Moi, mon problème, enfin, dans le cas du glyphosate précisément, c'est les effets d'échelle. Moi, je comprends pas et je pense que ça devrait jamais être le cas qu'une molécule chimique se retrouve répandue à cette échelle-là dans l'environnement, avec le peu de recul qu'on a en fait sur les impacts. Ça me paraît complètement dément, les volumes qui sont épandus Mm. et la durabilité en fait des métabolites secondaires qui font que l'environnement total sur à peu près toute la planète en contient et à des niveaux toxiques. Donc, on se retrouve de manière générale sur les systèmes intensifs, on se retrouve dans un système en fait qui a quand même organisé la dépendance aux produits. Et c'est quelque chose d'incrémentiel, hein, tu vois. Il y avait un agriculteur qui avait parlé de ça il y a 2-3 ans, qui disait bah, au début, ils sont arrivés chez nous, ils nous ont dit qu'il nous fallait un pesticide. Alors, les commerciaux des boîtes, tu vois. Donc, on a acheté le pesticide, on l'a mis sur les parcelles et tout. Puis 2 ans après, on avait des champignons. Ils sont venus de dire que maintenant, il nous fallait du fongicide. Alors, on s'est mis à mettre du fongicide, etc. Et en fait, on a organisé cette dépendance à tous les produits, avec une espèce d'idée derrière qu'on est capable de maîtriser un écosystème comme un système d'ingénierie Ouais, d'ingénierie humaine. Et ça, je pense que c'est un délire, quoi. ouais, Je pense que c'est pas vrai. Et on se retrouve dans une trajectoire qui va vers l'impasse, c'est-à-dire que euh, on, ça n'existe pas un problème, une solution. Tu vois, c'est vraiment une fuite en avant. Et en plus, on le voit, les produits finissent par être interdits les uns après les autres. Ils sont interdits pourquoi? En général, c'est parce ou ils deviennent inefficaces parce qu'il y a eu des résistances, ou les preuves se sont accumulées du fait qu'ils sont toxiques. Quand ils sont toxiques et qu'ils sont interdits en Europe, les firmes continuent à les vendre ailleurs dans le monde. Donc, les gars qui viennent te dire, mais non, mais nous, on est là pour nourrir la planète, c'est notre mission, nous empêchez pas de le faire, c'est pas cool. Moi, je me fais aucun doute sur leur bonne foi par rapport à ça. Enfin, ils savent pertinemment qu'ils vendent des produits empoisonnants à des populations qui, en plus, sont très mal équipées en termes de protection. Donc, de manière générale, si tu réfléchis à un agrosystème comme un système complexe, tu peux pas dire qu'une solution, qu'une technique, qu'une pratique va marcher partout. ouais. C'est vrai pour le glyphosate, c'est vrai aussi pour des pratiques écologiques, en fait. Hein. Donc, il faut se redire que on doit faire des choses compliquées, on va faire du cas par cas, parce que les écosystèmes, c'est des trucs compliqués, et c'est du cas par cas. Donc déjà, tu retravailles l'adaptation locale de tes productions au contexte pédoclimatique, etc. Tu arrêtes de vouloir faire tout pousser n'importe où parce que ça ne va pas là. Tu développes la diversification de tes méthodes de protection, parce que ce qui marchera une année ou ne marchera pas la suivante, et puis les trucs se complètent, etc. Tu adaptes tes interventions au plus près des besoins, ça veut dire que tu balances pas tout de manière préventive, tu attends de savoir, tu es à l'écoute du signal de ta parcelle pour savoir quand tu as besoin de mettre quelque chose. Et si tu as certains produits qui sont toxiques pour l'environnement, mais que dans certains contextes, certaines situations, il n'y a pas d'alternative, bah, tu les réserves pour ces situations-là, en fait. Moi, les gens qui viennent me dire, mais le glyphosate, tu te rends pas compte, on en a besoin pour ci ou ça. Je fais, mais gardez-le pour ci ou ça. Alors, arrêtez d'en foutre partout. Ouais, ok. Donc, ouais, le problème, c'est que c'est le côté vraiment universel et on l'utilise partout sans réfléchir et sans. Mais après, du coup, j'imagine qu'il y a comment dire, des enjeux derrière économiques et qu'en fait, ça revient beaucoup moins cher ou parce qu'il y a des grosses entreprises qui ont la main dessus et pour qui c'est beaucoup plus rentable de faire ça sans
prendre du temps pour essayer de voir comment on peut s'adapter à tel écosystème, etc. Ouais, mais je t'avoue que moi, penser qu'un besoin essentiel de la population, comme la production alimentaire, est gouverné par la loi du profit des grandes entreprises, ça me dérange en fait. Ouais, Éthiquement, je vous trouve que avez... ça ne devrait pas être le cas. D'ailleurs, on voit, ça fait des ouais, dérives. Les gars te vendent ouais, du poison et ils t'expliquent que c'est bon pour toi. ouais. Et du coup, et après, ça peut passer du coup par des réglementations politiques qui disent, bah, euh, enfin, d'autres choix, on va dire, qui vont pas maximiser ce profit-là et voir dire qu'on fait le choix d'autre chose, quoi. Mais c'est exactement le job du politique, en fait. Tu vois, ce serait de dire, OK, on prend note, on connaît la toxicité de ce produit, on connaît la situation des professionnels agricoles, on prend une décision basée là-dessus, parce que si et ça. Le problème, c'est la non-transparence. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est quand on cherche à mettre sous le tapis les effets toxiques du glyphosate en disant, mais on en a besoin. Bah, si vous en avez besoin, normalement, ça va pouvoir peser dans la balance en face de la toxicité. Arrêtez de vouloir faire semblant que c'est bon pour la Ouais, nature. Ça me dérange, ce discours-là, en fait. ouais, ok. Et les politiques, il y a 50 ans, ils ont été capables de transformer le système vers de l'intensif, hein, avec les aides de Ouais, la PAC, avec énormément d'incitations, avec des prêts, avec plein de choses. Donc, transformer les systèmes, c'est possible quand on y a de la volonté politique. Et il y a de l'argent. Et l'argent, il y en a. La PAC, c'est des milliards, des milliards. Les ok. actionnaires de Syngenta, Bayer, c'est des milliards et des milliards. Donc, de l'argent, il y Ouais, en ouais, a. ouais, j'imagine. Euh, on, on en est où de la loi là-dessus? Parce que ça a pas mal bougé sur les dernières années, il me semble. Euh, du coup, on parlait à un moment donné d'interdiction du glyphosate. Alors, il me semble que ça a été repoussé. Tu sais où on en est à peu près par rapport à ça? C'est interdit aux particuliers, mais ça reste autorisé pour l'instant en contexte agricole. Après, les personnes qui font un peu de prospective sur ces questions, j'ai vu qu'ils disaient que probablement ce sera interdit à moyen terme, Ok, dans les 5 à 10 ans. Mais bon, c'est un peu du ok, doigt mouillé, tu vois. d'accord. Et toi, du coup, tu t'es pour cette interdiction-là ou tu serais plus pour dire il faut pas nécessairement l'interdire, il faut juste repenser la manière dont on fait l'agriculture et ne pas l'utiliser de manière systématique, quoi. Bah, je pense que ça va un peu ensemble, en fait. Je Ouais, pense que c'est très difficile. Enfin, il faut du carotte-bâton dans tous les systèmes. Tu veux transformer un système, il va falloir faire beaucoup d'incitatifs, mais ça suffit pas, en fait. Il va falloir pousser dans la direction que tu veux. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait effectivement une interdiction sur plein de types de pratiques et peut-être des dérogations, des niches sur des endroits où vraiment l'alternative, elle n'existe pas, le besoin, il est avéré. Et enfin, voilà, on a aussi des situations qui sont complexes. On ne peut pas prétendre que la solution est simple. ok. Bon, ben, très bien. Donc là, on va passer à la seconde partie, si ça te va, donc, qui s'appelle sobrement Combiner science et militantisme. Euh, du coup, qui va assez bien faire suite à ce qu'on était en train de dire. Du coup, ma première question, c'est, si je dis pas de bêtises, tu fais partie du collectif Scientific and Rebellion. Scientifique Euh, en rébellion. ah oui, en français, du coup. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est assez récent, je crois, tout le monde ne connaît pas forcément. Alors, en fait, il y a deux niveaux. Il y a un niveau international qui s'appelle Scientist Rebellion et la branche française qui s'appelle Scientifique en rébellion. Et donc, ça date depuis à peu près 2020, si je ne me trompe pas. Moi, ça fait depuis un an et demi à peu près que je suis dedans. Et au niveau du collectif français, on vient de travailler récemment sur le fait de poser vraiment notre raison d'être, nos valeurs et nos objectifs. Et du coup, les objectifs qu'on fait consensus, il y en a 4. C'est alerter sur la gravité des consensus scientifiques. Donc vraiment, c'est faire le porte-voix du consensus scientifique auprès des citoyens. Euh, Dénoncer les manipulations, les contradictions qui sont faites dans les médias auprès du grand public par les porteurs d'enjeux sur la science, notamment se battre contre le greenwashing. Essayer d'instaurer un rapport de force euh, avec les entreprises et les institutions, compter dans ce débat-là, et puis chez nous, au sein de notre communauté, faire ce qu'on peut pour réorienter l'enseignement supérieur, la recherche vers des pratiques qui soient plus transparentes et plus durables. Ok. Et donc, dans ce C'est... collectif, en France, il y a à peu près 200 personnes Ok. et réparties sur toutes les disciplines thématiques et sur tout le pays, il y a une dizaine de groupes locaux ensuite. Ok. C'est spécifiquement sur les questions écologie, environnement, climat ou ça porte sur d'autres questions aussi, plus, je sais pas, sociales euh, Bah, à partir du moment où c'est des enjeux qui sont, comme on appelle, systémiques,
Ça touche à ça aussi. Donc, Ok. sur tout ce qui est lié, tout ce qui a trait finalement à la façon dont on exploite le vivant et la planète de manière non durable, tout se Ok. répand. Ok. Très bien. Alors, bah, du coup, on va revenir sur cet événement hein, qui était à l'origine de ce podcast. Euh, donc voilà, je veux bien que tu me racontes en fait comment ça s'est passé. Donc vous vous êtes retrouvés donc début février à cette conférence de la FIS. Voilà, comment toi tu l'as vécu, comment ça s'est organisé. Je veux bien que tu nous racontes. Bah, moi, je me trouvais à Paris par hasard, en fait, parce que j'étais dans un jury de thèse. Donc, j'étais à Paris ce soir-là. Et, euh, et donc, j'avais vu qu'une action se préparait. Et en fait, c'était des collègues qui avaient repéré cette programmation de la FIS à la mairie du 5e, dans une très belle salle, sur le thème du glyphosate. Et les collègues en question avaient repéré que sur ce thème, la FIS avait une communication très particulière Tu et peux, tu très peux nous, problématique. nous Bah, disons éclairer sur leur que position? ils ont publié un certain nombre de choses dans leur journal à eux ou sur leur site web, écrites par quelqu'un de chez eux qui n'est pas du tout dans le domaine et qui est systématiquement, enfin, de manière étrange, qui est très rassuré sur la question du glyphosate euh, pour une institution qui se présente comme en défense de la science et de la rationalité sur un sujet qui est aussi controversé. C'est très compliqué. Nous, ça nous paraît très problématique d'avoir des positions tranchées pour dire c'est OK. Donc, Ok. on était assez méfiants de ça. Et du coup, avec les collègues, on s'était préparés à intervenir à cette conférence sur différents sujets. Les modèles de développement et les modèles d'affaires qui sont derrière le glyphosate. La biodiversité, il y avait un collègue qui devait parler des effets sur la santé humaine, mais il n'a pas pu venir. Et un autre sur justement la posture de la FIS sur cette question et on va dire le manquement déontologique qu'on peut repérer par rapport à ça. Et comment, comment ça se fait que du coup, enfin, la FIS, dans leur position, eux, en fait, ils focalisent que sur peut-être un aspect du problème et ils laissent de côté d'autres aspects. Comment ils s'en sortent Alors pour arriver à déjà, justifier sur ça? biodiversité, ils n'en parlent quasiment pas. Ouais, C'est voilà. complètement sous le tapis. Donc ça, OK. Et sur la partie santé humaine, enfin, je t'avoue, on s'explique pas. On s'explique pas comment tu peux porter un discours pareil en te prétendant scientifique. C'est-à-dire que ils font vraiment ce qu'on appelle du cherry picking. Donc, ils vont chercher les conclusions qui les arrangent. Ils les présentent comme si c'était un consensus. Alors qu'en plus, l'essentiel de leur argumentation est basé sur le fait que l'évaluation par l'ANSES en 2015, je ne sais plus quoi, euh, a autorisé le glyphosate, enfin aussi l'évaluation par l'Union européenne, en contradiction avec les conclusions du Centre international de recherche sur le cancer qui avait déclaré que c'était un cancérogène probable. Donc, ils appuient leur com en disant « Ah, mais les agents sanitaires ont tranché, ça veut dire que c'est safe. » Et c'est très bizarre parce que depuis 2015, ça commence à dater, quoi. Et il Ouais. y a énormément de publications qui sont sorties. Il y a des méta-analyses qui ont été refaites, notamment sur des données qui avaient été intégrées aux évaluations européennes, américaines d'innocuité. Enfin, donc, il s'est passé plein de choses qui vont plutôt pas dans ce sens-là, qui vont plutôt dans le sens d'une confirmation du risque. Ouais, ok. Et les gars, ils restent bloqués sur 2015, ils ne parlent pas de ce qui s'est fait après, quoi. Ok. Mais donc vous avez décidé d'aller présenter ça. Alors, il y avait aussi des membres d'Extinction Rebellion, c'est ça? Oui, ouais. On a fait une action conjointe. Ok. Et du coup, enfin, ça a été plutôt pas très bien reçu sur le moment, ce que j'ai compris. Euh, la FIS a écrit un article le lendemain pour vous, pour vous accuser, vous condamner votre action. Euh, Toi, quelles conséquences ça a eu pour toi? Est-ce que tu penses que ça a fait un peu bouger les lignes? Ça a donné un peu de visibilité à au discours, enfin, à notre discours, quoi, du coup? Ouais, alors, donc c'était mal reçu sur place. On s'y attendait, on ne s'attendait pas à être acclamé. Après, en fait, on s'est dit qu'ils ont quand même mal géré, dans le sens où ce qui aurait été intelligent et efficace de leur part, ça aurait été de nous filer le micro pour dire ce qu'on avait à dire, parce qu'on n'avait pas non plus préparé, tu vois, des Ouais, ouais. kilos et des kilos, quoi. Donc, on aurait
parler chacun 1 minute, puis ils auraient pu, tu vois, donner l'impression qu'ils étaient ouverts au dialogue, nous dégommer gentiment, et c'est vraiment pas ce qu'ils ont fait. On trouve que leur posture aussi, leur réception de la critique, elle est particulière. C'est-à-dire que il y a un des collègues qui est resté jusqu'à la fin et qui a posé sa question au moment des questions. Mais il n'a pas eu de réponse. Les gars ne répondent pas, en fait, tu vois. Moi, si à une conférence que je donne, on vient de me dire qu'il y a un problème dans ce que je dis, que je me trompe ou que j'ai oublié certaines choses et que ça donne une approche biaisée, mais je vais faire hyper attention à ça. Je vais demander à la personne, ah bon, explique-moi, donne-moi tes sources, je vais essayer de corriger. Ça m'est arrivé cette semaine. Moi, je disais pas n'importe quoi, mais on m'a fait remarquer que j'avais récupéré des chiffres sur des vitesses d'extinction au Crétacé, et que en fait, ces données, elles étaient super pas fiables. Et donc, c'était problématique de s'en servir pour faire des comparaisons. Moi, je ne savais pas ça. Je ne suis pas paléontologue, je ne suis pas géologue. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai appris quelque chose et je vais m'améliorer, tu vois. Et c'est vraiment pas la posture qu'ils ont eue. Et moi, de mon côté, ensuite, j'ai eu des retours positifs de la part de collègues qui sont globalement beaucoup plus dans la thématique et qui sont très gênés par les communications de la FIS à ce sujet, mais qui ne savent pas comment tu vois, s'y attaquer sans s'exposer directement. C'est quand même des trucs compliqués parce qu'on n'est pas sur le champ de la controverse scientifique. Les mecs, ils ne font pas des publications scientifiques. Ils font de la communication en public, tu vois. Ouais, donc ça, c'est gênant. Mais oui, de toute façon, la remise en question c'est un peu un principe de base en science et d'autant plus en esprit critique. Donc, c'est un peu étonnant et je pense que oui, en effet, ils auraient pu beaucoup mieux réagir et peut-être même vous donner une tribune, pourquoi pas, sur leur site pour discuter de ce sujet-là et montrer que c'est plus complexe au moins en tout cas plus complexe que ce que eux ils en disent, quoi. Ma question suivante, c'était du coup, toi, comment tu perçois en fait cette ambivalence entre la science et le militantisme? Est-ce que tu penses que c'est aux scientifiques de faire cette action-là? Est-ce qu'ils doivent s'engager? Comment toi, tu te places là-dessus? Moi, je suis convaincue que les scientifiques doivent s'engager si ils et elles en ont envie. C'est vraiment quelque chose de personnel, l'engagement. Tu ne peux pas en faire une règle. Tu as des personnes qui iront jamais au-delà des limites de leur labo. Après, tu vois, aux États-Unis, par exemple, l'engagement universitaire, c'est une tradition. C'est attendu que les académiques prennent position dans la sphère publique sur des enjeux sociaux, politiques, moraux, etc. Tu vois. Donc, c'est quand même, en Europe, c'est un peu plus... enfin, en France, on l'a un peu mis sous le tapis, mais ailleurs, c'est reconnu aussi le fait qu'on est légitime à entrer en contact avec les citoyens, avec la société, en dehors du fait d'écrire des publications. On a un autre rôle à jouer dans la transmission de connaissances et sur toutes ces questions-là pour lesquelles, en fait, les questions environnement, climat, écologie, tu as des porteurs d'intérêt avec des moyens démesurés qui prennent toute la place dans ce débat public, qui sont entraînés, c'est des bêtes de scène, à faire taire les critiques, qui ont une force d'influence considérable. Et nous, la seule chose qu'on peut faire, et c'est notre devoir, c'est d'essayer autant qu'on peut, par les moyens qu'on a et par les astuces qu'on trouve, d'aller mettre des grains de sable dans cette communication très, très bien huilée des personnes qui ont intérêt au statu quo. Est-ce que tu penses que c'est encouragé par les institutions, le labo, etc., de faire ça, de faire une partie, on va dire, communication autour de ces travaux et potentiellement militante, quoi. Est-ce que c'est encouragé ou si ça l'est pas, est-ce que tu penses que il faudrait avoir même presque des heures ou une partie du temps qui est consacrée à ça? Je pense que ça dépend des labos. Et ça dépend des institutions. Il y en a qui sont plus ou moins conservatrices sur ces questions. L'INRAE, c'est pas des grands réformistes, hein, on va dire. Ils sont assez traditionnels sur ce truc-là. Après, moi, je pense que, à minima, sans forcément te dégager du temps, etc., exprès pour ça, que l'institution te soutienne quand tu défends le consensus scientifique, je pense que c'est super important.
de rappeler que c'est quand même notre boulot, en fait, d'aller dénoncer quand il y a du bullshit. Enfin, on est payé par les impôts des gens pour, faire progresser la connaissance, deux, la transmettre. Donc, vraiment, on est dans notre rôle de faire ça. Ouais, parce que moi, j'ai l'impression, de mon point de vue aussi, qu'il travaille un petit peu, on va dire, dans ce fossé entre science et société, qu'en fait, des fois, le rôle scientifique, il est limité un peu à la production de connaissances et qu'on oublie vachement la partie transmission de ces connaissances. Et en fait, des fois, tu te rends compte que les connaissances du grand public sur certains sujets, elles sont à l'opposé complètement des connaissances scientifiques, quoi. Et je trouve que c'est assez dommage. Je pense qu'il faudrait qu'on redonne un rôle hyper central à cette communication et à comment on tisse des trucs, tu vois, entre ces deux sphères, quoi, qui se parlent difficilement, quoi. Et nous, on fait pas mal ça. Avec Scientifiques en Rébellion, on fait pas mal de choses au contact du public. Et tu as une vraie demande. En fait, les gens sont hyper contents de pouvoir parler à un ou une scientifique parce que, en grande partie, ils sont perdus. C'est-à-dire qu'il y a des informations dans tous les sens qui sont mises au même niveau dans cette espèce de grande mode du débat contradictoire d'idées sur les plateaux télé, je sais pas quoi. Donc les gens ont l'impression que toutes les paroles se valent, que les opinions et les faits, c'est à peu près la même chose, et que donc il s'agit finalement, on choisit un peu ce qu'on veut. Et donc c'est super important qu'on retourne au contact de toutes ces personnes pour leur dire, en fait, c'est pas ça, quoi. Et c'est important. Ouais. On a le droit de faire des choix de société qui sont nuls, mais encore faut-il les faire de manière informée, tu vois. Les gens ont le droit de décider qu'ils ont envie de cramer tout ce qui reste et de finir les 20 prochaines années, tu vois, avec panache. Mais il faudrait qu'ils le sachent. Ouais. Ok. Alors, j'ai une dernière question pour toi. Je vais me faire un peu, je pense, l'avocat du diable, mais pour voir comment tu réponds à ça. Je pense que l'idée principale qu'on oppose souvent à ce lien à créer entre science et militantisme, c'est le risque que ton militantisme vienne, comment dire, biaiser tes recherches, de la manière dont tu fais de la science, etc. Toi, comment tu répondrais à ça? C'est la fameuse question de la neutralité scientifique. Et en fait, on ne peut pas être neutre. Personne n'est neutre. On est des humains dans une société humaine. Les questions qu'on a envie de poser, elles viennent de nos intérêts. Moi, si je suis en écologie et pas en physique nucléaire, c'est parce qu'à la base, j'étais super intéressée par le vivant et que j'avais envie de faire des choses en faveur du vivant. Donc, on n'est pas là par hasard. Les questions qu'on pose, c'est les nôtres. Les financements qu'on obtient, c'est la société qui les pilote. C'est la politique qui les pilote. Donc, le fait qu'on finance certaines thématiques ou pas d'autres, c'est super pas neutre. La seule chose qu'on peut avoir, c'est l'objectivité dans la méthode scientifique. Donc, on pose une question. La seule chose qu'on peut espérer, c'est donner une réponse qui n'est pas fausse, la moins fausse possible à cette question-là. Et après, on est responsable moi, je considère qu'on est responsable des utilisations aussi et des interprétations qui sont faites de la science qu'on produit. Donc, il faut aller jusqu'au bout de ce truc-là. On ne peut pas laisser n'importe quel guignol s'en emparer et aller dire ce qu'il veut après sans réagir. Donc, je pense que c'est assez important. Et il y a l'Université de Lausanne qui a sorti l'an dernier, je crois, il y a 2 ans, un rapport sur la question de l'engagement chez les scientifiques. Ils voulaient savoir si c'était quelque chose au sein de leur communauté qui était plutôt valorisé, apprécié, craint, etc. Et dans ce rapport, il cite une référence d'une étude qui montre en fait que la crédibilité des scientifiques augmente quand ils s'engagent. Les gens leur font plus confiance, le public leur fait plus confiance s'ils sont, tu vois, sortis justement du labo, qui sont allés au contact, qui sont en fait animés par des convictions. Ok. Donc, ouais, je partage assez ce constat et moi, je pense que en fait, cette neutralité, en fait, elle est complètement illusoire, en fait, et fantasmer sur une espèce de neutralité, c'est dangereux et je pense que c'est tu me dis si tu es d'accord, qu'en fait, au contraire, il faut essayer de prendre en compte et de considérer en fait les enjeux qui nous touchent, etc., et notre positionnement et nos idéologies, etc. Il faut les prendre en compte, il faut les assumer et pas faire comme si elles n'existaient pas, parce que dans tous les cas, il y a des positionnements, comme tu l'as dit, ne serait-ce qu'au niveau des financements, la manière dont on va présenter les choses, etc., quoi. Oui, je pense qu'on a tout à gagner à être transparent sur les valeurs
tu vois, qu'on a, d'où on parle, comment on se positionne. Ça fera pas de mal. Et en fait, ça doit nous rendre meilleurs scientifiques dans le sens où moi, je suis animée par des valeurs qui me donnent envie de travailler pour le vivant. Si jamais je fais une étude, j'en sais pas quoi, et puis j'ai un résultat qui va à l'encontre de mon a priori, en fait, je vais faire super attention à bien le mettre en valeur. Tu vois, je vais le vérifier. D'abord, je vais le vérifier 3 fois, donc ce sera un résultat vachement plus fiable. Et puis, je vais faire attention à bien le mettre en valeur, parce que c'est, comme je te disais au début, finalement, c'est quand on trouve ce qu'on ne s'attendait pas à trouver qu'on fait émerger des trucs intelligents, quoi. C'est vrai, et ça conclut assez bien, je pense, ce podcast. Alors, je ne sais pas si peut-être tu voulais rajouter quelque chose pour finir ou... Écoute, non, c'était super intéressant. Super. Encore merci à toi. En fait, je suis très content d'avoir pu t'interroger parce que c'est aussi l'intérêt d'avoir un discours qu'on n'entend pas forcément. Et du coup, on l'a bien vu comment vous avez été accueillis par la sphère esprit critique, enfin, ou en tout cas la FIS, en fait. Moi, je trouvais que ça important au contraire, d'essayer d'aller voir sur quoi ils peuvent se planter et sur quoi ils se plantent plutôt. Donc encore un grand merci à toi pour ta venue sur ce podcast. Et à bientôt. Ça marche, merci. Au revoir. Excuse-moi. Ouais? Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition.